Européenne d'origine semi-domestique, je suis aujourd'hui élevé à grande échelle pour produire une substance sucrée très prisée des Français. Mais le taux de mortalité de mon espèce est très élevé, 30% en moyenne chaque année, la faute aux conditions climatiques, à l'agriculture intensive, aux pesticides. Et pourtant, sans moi et mes semblables, c'est l'ensemble de l'écosystème qui serait en danger. Je suis l'Apis mellifera, l'abeille à miel, la plus efficace des pollinisateurs. C'est pour comprendre ce qui m'arrive qu'un observatoire des mortalités et affaiblissements a été mise en place fin 2017 dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, où tous les événements de santé ont été recensés dans tous les ruchers jusqu'à ce jour, 31 juillet, ce qui devrait permettre aux chercheurs et à nos dirigeants de tirer enfin les bonnes conclusions. Il y a urgence. Les insectes pollinisateurs, abeilles, mouches, scarabées, papillons, c'est 35% de l'alimentation humaine, minimum. Alors oui, des néonicotinoïdes ont été interdits en Europe, mais c'est très insuffisant. Comment aller plus vite au secours des abeilles? C'est ce dont on va parler avec nos invités. Axel Decourty, éco-toxicologue, responsable de l'unité de protection des abeilles à Avignon, directeur de l'Institut de l'abeille. Bonsoir Axel Decourty. Bonsoir. Avec nous en studio, Olivier Fernandez, secrétaire du syndicat national des apiculteurs, président des apiculteurs de Midi-Pyrénées. Bonsoir Olivier Fernandez. Bonsoir. C'est vous qui envoyez des abeilles mortes sous enveloppe au gouvernement, hein? Tout à fait. C'est ça. Et puis vous êtes candidat au ministère de l'Agriculture depuis un an. Tout à fait. Voilà. Coordinateur de l'ouvrage, j'ai oublié pour Axel Decourty, coordinateur d'un ouvrage qui s'appelle Les abeilles ouvrières agricoles à protéger, paru aux éditions de la France agricole. Et puis en ligne également dans un instant avec nous, Jean-Noël Péché, apiculteur bio en Seine-et-Marne. Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission. Yves Decamp. Le téléphone sonne. Le premier auditeur à nous appeler ce soir, c'est Jean qui est en Isère. Bonsoir à vous Jean. Bonsoir à tous. Nous vous écoutons. Alors, ma remarque, c'est que aujourd'hui, je trouve dans ma commune bien plus d'abeilles que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait quelques apiculteurs amateurs qui avaient 7-8 ruches là, et il y avait même l'instituteur qui nous expliquait que le miel, les abeilles faisaient du miel pour passer l'hiver. Donc la première vocation du miel, c'était d'abord pour elles, et c'était que l'excédent que l'homme pouvait ramasser. D'ailleurs, on consommait très peu de miel il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, je vois sur ma commune, il y a peut-être 10 fois plus de ruches qu'il y a 50 ans. Donc il y a certainement un phénomène d'augmentation du nombre d'abeilles, qui se retrouve d'ailleurs dans des chiffres de la FAO, qui ont dénombré 50 millions de colonies en 1962, et dans les derniers chiffres qu'ils ont publiés pour 2016, parlent de 95 millions de ruchers au niveau mondial. Donc vous ne croyez pas à la surmortalité des abeilles dont on parle? Non, je dis qu'il y a une augmentation du nombre de ruches. Après, la mortalité des abeilles, les abeilles chaque année font des essaims, donc il y a un renouvellement, et les essaims servaient à remplacer des ruches qui disparaissaient. Donc après, votre chiffre de 30%, combien devrait être le chiffre qu'il y avait avant? Je ne suis pas apiculteur, mais c'est simplement ce constat sur l'augmentation du nombre de ruches que je voulais faire état, que je constate dans ma commune. Donc après, il peut y avoir un problème. Est-ce qu'il y a suffisamment d'alimentation aujourd'hui? Je sais que le développement du tournesol et du colza dans les années 1990 avait correspondu à une augmentation de la production de miel. D'ailleurs, les chiffres sur l'apiculture, le recensement général de l'agriculture ne parle de l'apiculture que depuis 2000, alors que les recensements généraux de l'agriculture datent de 1955. Merci de votre intervention, Jean. Voilà, ça va nous permettre de faire un premier état des lieux. Axel Decourty, vous êtes en ligne avec nous d'Avignon. Alors, quelle est la situation très précise en ce qui concerne les abeilles en France? Alors, Jean a raison sur certains points, c'est-à-dire que les gens se placent sur une échelle de 50 ans. Sur une échelle de 50 ans, ce qui a changé, c'est le développement de l'apiculture. L'apiculture professionnelle était très minoritaire il y a 50 ans, et cette apiculture professionnelle s'est effectivement développée de façon concomitante avec l'arrivée des cultures oléagineuses, donc Jean en a parlé, colza et tournesol.
Alors, ce qui est difficile vraiment pour répondre précisément à cette question, c'est qu'on n'avait pas de recensement si précis qu'aujourd'hui des apiculteurs en France il y a 50 ans. On a déjà un recensement dans les débuts des années 2000 et c'est vrai qu'en nombre de colonies d'abeilles domestiques, on n'est pas sur une diminution, on est plutôt sur une stabilisation du nombre de colonies sur ces 15-20 ans, avec un nombre d'apiculteurs qui plutôt augmente dans les catégories des apiculteurs, des petits apiculteurs. Mais c'est vrai aussi que il y a de lourdes pertes et des affaiblissements chez les apiculteurs. En fait, les apiculteurs ont fait comme tout agriculteur qui doit compenser ses pertes, eh bien, ils ont fait de l'élevage. Et donc, il y a 50 ans, les apiculteurs en Isère, sans doute, qui se disaient plus producteurs de miel que éleveurs. Maintenant, tout apiculteur doit être un éleveur d'abeilles avant d'être un producteur, parce qu'il faut compenser ces pertes de colonies qui sont, on a dit le chiffre de 30%, ça dépend des années, et ça c'est une moyenne au niveau du territoire national, métropolitain, mais des apiculteurs peuvent perdre 80-90% de leurs colonies. Donc ils doivent renouveler ces colonies grâce à l'élevage. Alors on va en parler bien sûr de la façon dont ils renouvellent ces colonies. Olivier Fernandez, d'accord avec ce constat ? Alors en partie, puisque le nombre d'abeilles n'a pas varié depuis plus de 25 ans. On est sur 1,3 million à peu près de ruches. Et la déclaration, de ruches du ministère de l'Agriculture a changé. C'est-à-dire qu'avant, on ne déclarait que les ruches en production. Aujourd'hui, pour avoir les aides de la PAC, le ministère nous demande de déclarer toutes les colonies, donc même les petites colonies qui ne vont pas produire de miel. Et donc, on est sur un chiffre d'1,3 million avec toutes ces déclarations-là. Donc, il n'y a pas une augmentation véritable du nombre de ruches. Par contre, il est vrai que, comme le dit Axel de Courty, aujourd'hui, on ne peut plus faire la même apiculture. Et quand un apiculteur avait peut-être 7 ruches et ça lui suffisait pour avoir son miel dans la famille, bien aujourd'hui, souvent, il doit en avoir le double puisqu'il y a un taux de renouvellement qui est généralement de 50% dans l'année, puisque le ministère parle de 30% de mortalité. Mais le ministère ne travaille que 5 mois puisqu'il parle des mortalités du mois d'octobre au mois de février. Donc les mortalités entre février et octobre ne sont pas comptabilisées. Donc c'est bien plus grave que ça. Donc c'est bien plus grave que 30%. 30%, c'est uniquement sur 5 mois de l'année. Quand on parle des apiculteurs, là aussi, un petit état des lieux rapide. Combien sont-ils ? Bon, on parle de 40 000 apiculteurs en France. Un peu plus, on est à quasiment 60 000. Mais beaucoup de loisirs, beaucoup d'apiculteurs de loisirs. Effectivement, la majorité des apiculteurs aujourd'hui sont des passionnés. De toute façon, même ceux qui sont professionnels au départ ont été des passionnés. Ils en ont juste choisi d'en faire leur métier. Les professionnels, ça concerne à peu près 4% de ces 60 000 apiculteurs. Après, on va avoir une vingtaine de pourcents de semi-professionnels en fonction des années. Puis le reste, quasiment 80%, ce sont des apiculteurs, petits producteurs. Et pour être un professionnel, pour en vivre véritablement, il faut 300-400 ruches. Exactement. Autre appel, c'est Franck qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir à vous, Franck. Bonsoir. Allez-y. Oui, je souhaitais en fait intervenir par rapport au taux de mortalité justement. Comme bien souvent dans les catastrophes, il y a plusieurs facteurs et à mon sens aussi, les apiculteurs ne sont pas innocents dans la mortalité, dans le sens où pendant des années, ils ont croisé aussi les races d'abeilles pour pouvoir avoir des abeilles qui soient plus dociles, qui produisent plus. Or, génétiquement, enfin les abeilles transmettent génétiquement leur savoir et lorsqu'il y a des races qui se mélangés, ce savoir se perd. Et donc, je voulais savoir ce qu'en pensaient vos invités. Axel de Courty, le problème du renouvellement des colonies dont on parlait tout à l'heure, beaucoup d'achats d'essaims qui viennent des pays voisins et on n'est pas forcément sûr que ces abeilles pourront s'adapter. Oui, c'est vrai, il y a des questions qui se posent sur les pratiques de l'apiculture, des questions qui ne se posaient pas il y a juste 15 ans. En fait, on interroge l'intensification des pratiques, on va le dire comme ça. Franck évoque un sujet qui est souvent débattu, c'est la génétique, c'est la sélection de l'abeille domestique et le croisement entre différentes souches génétiques. Effectivement, les apiculteurs ont fait comme tout éleveur, et font comme tout éleveur, c'est-à-dire qu'ils font croiser différentes souches génétiques pour trouver l'abeille qui leur convient. Alors,
c'est l'intensification, c'est plutôt un jugement de valeur parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que l'apiculture finalement n'a pas suivi la même trajectoire que d'autres filières parce que c'est une apiculture qui est pas normalisée, qui est pas standardisée. Heureusement, on n'arrive pas encore à contrôler où vont butiner les abeilles. Il y a très peu d'apiculteurs qui contrôlent la reproduction. Il y a que certains éleveurs qui contrôlent la reproduction, donc on peut considérer que c'est une filière qui est pas intensifiée. Voilà. Alors vous évoquez le problème d'importer des sous génétiques. Ça, c'est vrai que dans un contexte de changement global, on a des vrais risques d'introduction de nouvelles maladies. Et ça, c'est notre peur. On parlera des menaces que subissent l'abeille domestique en France aujourd'hui. Elles sont déjà nombreuses. Donc, si on peut éviter un nouvel bioagresseur arrive sur le territoire, c'est aussi bien. Est-ce que le fait est, Olivier Fernandez, que les pertes sont très supérieures chez les apiculteurs de loisirs que chez les professionnels, ce qui veut dire qu'il y a un problème de savoir-faire, de technique? Ah vraiment, ça aussi. il y a forcément un problème de savoir-faire pour les apiculteurs qui vont se lancer après avoir vu un reportage sur Internet ou avoir lu un livre. C'est pour ça qu'on invite les gens à aller dans les départements. Il y a des ruches écoles dans tous les départements. Et donc là, ils peuvent suivre une formation pour apprendre la pratique de l'apiculture. Mais une fois qu'on est quand même formé, de mettre le problème de la responsabilité sur la formation des apiculteurs, c'est un discours qui est avancé par les firmes depuis de nombreuses années. Moi, je vous donne un témoignage. Je suis apiculteur depuis 4 générations, donc j'ai 30 ans. Depuis tout petit, je suis dans l'abeille. J'ai de l'abeille noire, pour ceux qui connaissent les différentes races d'abeilles. Et même taux de l'abeille noire, c'est la plus importante. L'abeille noire, c'est l'abeille, disons, locale, qui est l'abeille la plus importante en France traditionnellement. Et que ce soit sur de l'abeille noire, sur de l'abeille buckfast ou de la carnica ou autre, on a exactement les mêmes taux de mortalité. Donc il n'y a pas un problème au niveau de la génétique. Et s'il y avait un problème de la génétique, comment expliquerions-nous que les bourdons ou que les abeilles sauvages ont aussi les mêmes problématiques, puisque pour les bourdons ou les abeilles sauvages, on s'en occupe pas, donc là c'est pas nos pratiques qui sont en cause. Il y a bien d'autres pratiques qui sont en cause. Alors pour vous, j'ai bien compris, je l'ai dit tout à l'heure, vous envoyez des abeilles mortes sous enveloppe au gouvernement régulièrement pour lui demander d'agir sur la biodiversité. Pour vous, le coupable, c'est l'agrochimie. Mais c'est en grande partie l'agrochimie, puis ensuite les responsables politiques, puisque il y a un an, lorsque j'avais fait acte de candidature spontanée pour être ministre de l'Agriculture, j'ai été soutenu par une trentaine de députés et sénateurs, reçus à Matignon, on nous a fait des promesses. Et un an après, eh bien, on s'est rendu compte que dans les 40 promesses qu'on nous avait faites, aucune n'avait été tenue. Et pire, même sur l'interdiction des néonicotinoïdes, le gouvernement a donné des dérogations au mois de mai dernier. Donc on voit bien que le gouvernement fait de l'affichage. Encore tout à l'heure, j'étais avec le ministère de l'économie qui a annoncé, vous savez, il y a 15 jours, un étiquetage du miel pour pouvoir mettre l'origine, ce qu'on demande depuis des années. À partir du mois de janvier. Oui. Voilà, avec le pourcentage de chaque miel. Bon, le décret ne nous est pas transmis. Donc il a été transmis à la commission, mais on n'y a pas accès. Et après les avoir cuisinés, on nous a expliqué tout à l'heure qu'en fait, on n'aurait pas le pourcentage de chaque pays dans le pot parce que c'était un coût supplémentaire pour imprimer les étiquettes. Donc c'est pas un coût supplémentaire pour imprimer les étiquettes. On va revenir sur ce problème de l'étiquetage, comment trouver les bons miels, etc. Mais vous parlez des néonicotinoïdes. Il y en a quand même 5 qui sont interdits en France. La France va au-delà de ce que fait l'Europe. Oui, alors l'Europe a interdit les néonicotinoïdes en décembre dernier. Donc la France a été précurseuse grâce à certains députés qui se sont battus, comme Delphine Batho, Jean-Paul Chanteguet et Gérard Bapt, pour arriver à cette interdiction dans la loi biodiversité en 2016. Mais malheureusement, des dérogations sont possibles encore pour 2 ans et le gouvernement a donné quelques dérogations. Très peu, pour 2% des usages pour l'instant. Mais l'interdiction n'est pas encore totale. Et puis, il faut rappeler qu'il y a un problème de rémanence avec ces produits et que les produits, une fois qu'ils vont être utilisés, ils vont rester dans les eaux et dans les sols et donc les plantes vont être contaminées sur plusieurs années en suivant. Et si ce n'était que le problème des abeilles, à la limite, eh bien, on pourrait juste plaindre les apiculteurs, mais c'est un problème de santé humaine puisque ces molécules sont des perturbateurs endocriniens et on voit de plus en plus de cancers, de maladies de Parkinson, d'Alzheimer, de crises cardiaques ou de problèmes de fertilité qui sont les causes qu'on identifie chez les abeilles. Alors justement, nous avons en ligne un apiculteur qui lui a fait le choix du bio. Jean-Noël Péché, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes apiculteur en Seine-et-Marne, donc apiculteur bio. C'est quoi exactement un apiculteur bio, On peut pas guider les abeilles dans les bons endroits.
c'est la même chose qu'un apiculteur normal. On essaye juste de contrôler en fait les zones de butinage. On les distance des zones polluantes et des champs traités à un maximum, donc dans un périmètre de 3 km. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats, en quelque sorte. Hein, c'est vrai qu'on une obligation de moyens, c'est vrai. De résultats, si, parce que on fait comme des analyses sur les miels, on essaie de pas avoir de produits à l'intérieur sur les miels et produits issus de la ruche, comme la cire. Et s'il y a quand même une obligation de résultats. Alors une étude récente du CNRS et de l'INRA associée à l'Université de La Rochelle a montré, en étudiant des abeilles pendant 6 ans en agriculture biologique, justement, que le taux de mortalité diminuait. Est-ce que vous le constatez, vous aussi ? Oui, je peux le constater. Je pense avoir moins de mortalité que peut-être d'autres. Je n'ai pas les 30%. J'ai peut-être de la chance. Je vais pas accuser les produits chimiques mis dans les champs ou autres. Je n'ai pas cette expérience, mais j'ai pas beaucoup de mortalité. C'est vrai. Mais vous l'expliquez comment ? Une alimentation plus diversifiée pour vos abeilles, plus régulière ? C'est pas moi qui le choisis. C'est elles qui vont sur des zones pour butiner. Je fais une récolte assez tôt. La dernière récolte, je la fais assez tôt. Je m'assure quand même qu'il y ait beaucoup de ruches, beaucoup de miel dans la ruche. Ça joue peut-être. Les traitements sont différents pour les parasites. Sont peut-être moins agressifs pour les abeilles. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je n'ai pas ces 30% de mortalité. Et au niveau de la qualité du produit, la différence entre un miel bio et un miel qui n'est pas bio, il est meilleur. Il est meilleur. Non, c'est un miel. Je pense que tous les miels sont bons à partir du moment où ils sont issus de nectar de fleurs. Mais je pense que les miels n'ont pas de produit, mais comme beaucoup de miel français, les miels sont propres. Mais c'est l'occasion d'évoquer ce dont on a commencé à parler. Le bon miel, c'est quoi exactement ? Parce qu'on en retrouve à quoi ? 5 euros le kilo, ça c'est du faux miel importé de Chine, probablement. J'en suis sûr, oui. J'en suis sûr, c'est impossible de vendre moi, je ne le vendrai pas à ce prix-là, et qu'une grande surface puisse marcher dessus, c'est qu'elle l'achète vraiment pas cher. Donc c'est impossible, le travail ne vaut pas ce prix-là. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète un miel sur l'étiquette ? La provenance, principalement. Si on veut être sûr, on achète un miel de chez nous, du coin, un miel français. Et on est à peu près sûr de manger quelque chose de correct. Vous parliez du grand bazar des étiquettes, Olivier Fernandez. C'est quoi le problème ? C'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a marqué sur les étiquettes Union européenne ou non-Union européenne. Vous voudriez une appellation d'origine plus précise, c'est ça ? Voilà, là on est sur une appellation d'origine terre. Quand on a cet étiquetage actuel, donc on ne sait pas d'où vient le miel, et effectivement, les grandes surfaces jouent avec les prix et donc demandent à la Chine, qui fait du très bon miel par ailleurs, mais demandent du miel à un bas coût, et généralement à 1 euro et quelques le kilo pour le revendre ensuite à bas coût dans les supermarchés, sauf qu'à 1 euro, les Chinois ne produisent pas du miel, mais du sirop de glucose avec des fois un petit peu de miel, mais pas forcément. Pour vous donner une idée, la Chine produit 400 000 tonnes de miel et revend 800 000 tonnes de miel. Alors soit ils ont Panoramix de cachet chez eux, soit ils ont une autre recette. Donc vous voyez bien qu'il y a un petit jeu qui est pas clair, et donc ça dessert les apiculteurs, que ce soit français ou dans d'autres pays, puisque c'est le problème même en Espagne, en Italie, en Allemagne, on se bat avec les autres pays européens pour avoir l'obligation d'avoir un étiquetage précis avec le pourcentage. Et si les consommateurs le peuvent et le veulent, qu'ils achètent du miel avec marqué 100% France, mais pas France et un autre pays, puisqu'à partir du moment où il y aura un autre pays, c'est qu'on a fait un assemblage uniquement pour diminuer le coût et donc la qualité du miel. Alors on dit que le miel français sera de Bretagne cette année à cause de la canicule. Vos abeilles ont souffert, Jean-Noël Péché ? Un petit peu, oui. Elles ont eu chaud, elles ont eu soif. Mais ça va, je n'ai pas eu de mortalité à cause de la chaleur. Merci beaucoup. Et le miel est bien. Merci à vous. Merci Jean-Noël Péché, apiculteur bio en Seine-et-Marne. Axel de Courty, parmi les causes avancées à cette surmortalité des abeilles, il y a les pesticides, on l'a dit, il y a aussi bien sûr les conditions météo. Comment expliquer par exemple que l'année dernière ait été une année record pour la production de miel en France ? Oui, en
effet, l'apiculture est vraiment soumise à l'environnement. Donc, on a parlé des problèmes de qualité de l'environnement avec la présence de polluants. Il y a également tout ce qui est maladies, prédateurs, parasites, qui touchent énormément le cheptel français. Il y a un petit acarien qui nous pose beaucoup de soucis depuis les années 80 qu'on appelle varroa. Donc les apiculteurs doivent absolument lutter contre ce parasite. Et puis il y a les pénuries alimentaires. Et quand on dit pénurie alimentaire, c'est que les abeilles elles vont subir des grandes irrégularités de ressources alimentaires. Et évidemment, cette irrégularité de ressources alimentaires s'aggrave en cas d'aléas climatiques. Donc en cas de bouleversement climatique, c'est ce qu'on observe. On observe des floraisons qui sont décalées, on observe des abeilles qui vont se développer très tôt parce qu'il y a des périodes favorables et suivies de périodes exceptionnellement défavorables pour les abeilles. Donc voilà, donc ça chamboule un petit peu tout le développement des colonies et des plantes également. Oui, mais justement, on dit que la production française de miel est en chute, mais pas toujours. Donc, or la situation sur le fond des pesticides, par exemple, n'a pas changé. Alors, pourquoi cette production record l'année dernière ? Non, mais vouloir absolument hiérarchiser et trouver la cause des problèmes des apiculteurs, je comprends que ce soit une volonté des médias, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, si vous allez chez un apiculteur qui a un problème d'anomalie et de santé sur son rucher, vous allez faire des analyses. Donc vous appelez un agent vétérinaire, il va le faire des prélèvements, il va analyser ce qu'il y a dans ses abeilles et à coup sûr il va trouver un cocktail de polluants la plupart du temps, 4, 5, parfois une dizaine de polluants. Il va trouver un cocktail de virus, il va trouver des parasites, il va trouver parfois un peu de bactéries et des champignons, et c'est ça la réalité de l'abeille aujourd'hui sur nos territoires. Donc c'est ces effets cocktails et ces effets à long terme qui pénalisent notre apiculture aujourd'hui. Voilà, je crois que vous avez répondu presque par avance à Damien. Bonsoir à vous, Damien. Bonsoir. Vous êtes agriculteur en Mayenne. Oui, alors je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je m'excuse parce qu'il y a beaucoup des sujets que je voulais aborder qui ont déjà été abordés. Oui, allez-y. Donc moi j'ai appelé parce que l'annonce de l'émission elle m'a un petit peu irrité, où on a annoncé en fait les pesticides comme seule et unique cause de la disparition des abeilles. Alors Axel Le Courtis vient de vous répondre. Ouais, voilà. Que les raisons étaient multiples. Étaient multiples. Alors j'allais souligner cette chose-là, mais ça vient d'être fait. Ensuite, j'avais une autre question qui a été plus ou moins abordée sur le fait en fait que l'année dernière il y avait encore la présence des néonicotinoïdes sur les semis, par exemple d'orge ou de colza ou de tournesol. Et on a eu une année record, et cette année on a une année qui est moins bonne en production de miel. Donc les néonicotinoïdes n'étaient pas les seuls responsables. Ensuite, les méthodes pour traiter pour les agriculteurs, elles évoluent aussi. Moi, quand je passe un insecticide, souvent, tout le temps, de toute façon, c'est de nuit, et donc les abeilles normalement sont dans les ruches. On ne les touche pas. Ensuite, je voulais poser une autre question qui était aussi un petit peu abordée au début, parce que moi, quand je vais chercher mes vaches dans le champ, si je prends un peu le temps, je vais voir dans mes haies, des abeilles, j'en vois. Simplement, c'est pas des grosses abeilles jaunes comme pour la production de miel. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi peut-être un effet sur la sélection des animaux, parce que c'est arrivé pour les vaches laitières, c'est arrivé pour beaucoup d'autres animaux, on a sélectionné la productivité, et au final on a des problèmes de fragilité. Et est-ce que ça c'est pas aussi un gros facteur, parce que alors on l'a un peu abordé tout à l'heure. Merci Damien pour votre intervention. Olivier Fernandez, donc tout n'est pas à mettre sur le dos des pesticides, vous venez de l'entendre. Alors on va juste rectifier un petit peu sur l'année record de production de miel. L'an dernier, on a fait une année record entre guillemets, 22 000 tonnes de miel, voilà. Et 2 fois plus que l'année d'avant. 2 fois plus que l'année d'avant.
Voilà, donc les conditions météo dans les régions où ça a été record l'ont expliqué comme cette année expliqueront pour la sécheresse. Une grande partie, c'est les conditions météo et rien d'autre. Et une année record, à 22 000 tonnes, on avait l'an dernier 1 300 000 ruches. En 1990, on avait 1 300 000 ruches et on produisait 33 000 tonnes de miel. Oui, mais pourtant, donc c'est pas une année record. Comme vous dit Damien, pourtant les néonicotinoïdes étaient interdits. Non, les néonicotinoïdes ont été interdits depuis le 1er septembre. Donc la plupart des semis ont pu être faits avant. Et puis de toute façon, les sols sont pollués généralement pour 5 à 10 ans avec ces molécules. Donc même que les néonicotinoïdes soient interdits, on n'aura pas les effets de suite. Mais la production de miel, elle a été moins pire que les années d'avant. Elle n'a pas été du tout au niveau. On consomme 40 000 tonnes de miel en France. Et depuis les années 90 où on a ces molécules, on n'est jamais remonté aux 33 000 tonnes qu'on faisait. Et pourtant, on n'a pas diminué la superficie des productions comme le colza, le tournesol, au contraire. Donc on devrait produire plus de miel, et c'est pas le cas. Et de façon générale, puisque Damien est agriculteur, ouais. les relations avec les agriculteurs, ça s'améliore, ça va mieux? Écoutez, moi je suis moi-même agriculteur, et si j'ai candidaté pour être ministre de l'Agriculture, c'est pas pour opposer les apiculteurs et les agriculteurs. Nous sommes une même famille, nous sommes tous face aux mêmes problématiques, on a besoin d'être aidés, d'avoir des méthodes, des alternatives qui soient mises en place par les instituts de recherche, mais pour ça il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, et aujourd'hui on n'a pas de ministère de l'Agriculture, on a un ministère de l'agrochimie, pas de l'agroalimentaire, de l'agrochimie. Donc nous ce qu'on demande c'est un ministre de l'Agriculture. Il n'est pas normal, je le rappelle, que chaque semaine on ait des collègues agriculteurs, que ce soit des agriculteurs qui vont travailler dans les champs ou des apiculteurs qui se suicident. On est au 21e siècle, il y a encore des suicides et on ne laisse pas avoir un prix correct quand on voit que des fois les agriculteurs vont vendre des salades à perte ou que nous on vend aussi du miel, même pas à prix coûtant, qu'on nous rachète le miel français à 2,75 € alors qu'il est revendu 16 €. Comment on fait pour vivre? Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout accompagné sur la qualité du modèle agricole. Un nouvel appel qui nous vient de Bretagne. Bonsoir à vous Pierre. Oui, bonsoir. Vous êtes à Saint-Borladre. Saint-Brolade, oui. Voilà, Saint-Brolade. Voilà, oui. Allez-y. Oui, donc moi, je me permettais d'intervenir. Donc vous avez évoqué plusieurs causes de la disparition des abeilles. Donc au niveau de l'agrochimie, on a pu le constater puisque j'ai un ami qui a perdu toutes ses ruches suite à un traitement sur du blé juste à côté de chez lui. Donc je crois que la relation de cause à effet était plutôt probante. Bon, nous avons une grosse pression du frelon asiatique aussi l'année passée. Donc les plus petites colonies qui s'étaient constituées n'ont pas résisté. Et nous avons aussi, je pense qu'il y a une autre cause qu'il faut évoquer. Ce sont les ondes électromagnétiques, donc qui polluent de plus en plus les différents secteurs de France. Et donc moi j'ai une ruche qui est installée dans un poteau électrique basse tension, de 230 volts basse tension donc. Et donc vient d'être installé un concentrateur qui doit accueillir donc le fameux GPRS du Linky. Et donc je me tracasse beaucoup pour cette colonie qui est là depuis plus d'une dizaine d'années, est assez forte et fournit quelques essaims quoi. Très bien, merci à vous Pierre. Alors deux autres causes possibles de mortalité ou de dérèglement dans la vie des abeilles avec celle de Courtille. Alors les ondes électromagnétiques et le frelon asiatique. Les ondes d'abord. Oui, on a souvent cette question de l'effet des ondes. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux scientifiques qui démontrent clairement un effet des ondes électromagnétiques. Il n'y a pas énormément d'études, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressées à ce sujet-là. J'avoue que, on dit que l'apiculture en ville se porte très bien. J'ai du mal à croire que les ondes électromagnétiques pourraient avoir un tel effet drastique sur les colonies et en même temps que l'apiculture en ville puisse être viable. Mais bon, la science va avancer et puis peut-être que ce que je dis dans 3 ans, ce sera obsolète et qu'on trouvera un impact des ondes. On dit pourtant que le miel de ville se développe.
Oui, il y a l'apiculture en ville qui s'est développée. Après, j'en profite pour évoquer cette opposition que Olivier Fernandez a parlé, cette opposition un peu simpliste entre agriculture et apiculture, et qui est alimentée par l'apiculture en ville, comme quoi l'apiculture en ville ne serait pas soumise à des pesticides et donc se développerait bien. Attention à cet angle de vue. Il y a un autre angle de vue qui est de dire que le miel produit en France est produit par des agriculteurs. Les apiculteurs sont des agriculteurs au sens strict. Ils ont un régime fiscal agricole, ils sont formés dans des institutions agricoles et ils produisent, ces agriculteurs, 65% du miel français. Et également, on a à peu près 50%, voire plus, de miel produit qui viennent des grandes cultures en fait. On produit du miel essentiellement grâce aux cultures de colza, de tournesol, de lavande, de luzerne. Si vous ajoutez les châtaigniers qu'on a implantés pour notre alimentation, vous avez la grande majorité du miel en tonnage français. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler parce que on a parlé du fléau de la perte et des affaiblissements des colonies. On n'a pas parlé d'un autre fléau qui est que 60% du miel que l'on consomme en France vient d'importation. Oui. Alors on a parlé effectivement tout à l'heure de l'étiquetage, mais si on est tant à cheval sur l'étiquetage, c'est que on a 60% de notre miel qui vient de l'étranger. J'en arrive au fait que on a absolument besoin de l'agriculture finalement pour produire plus de miel. Si vous voulez produire du miel local, français, vous allez avoir besoin de l'agriculture. Et cette opposition agriculture-apiculture est finalement pas une opposition de valeur ou de pensée, mais plutôt de concilier des enjeux sur les territoires. Comme je dois concilier l'usage de l'eau avec mon voisin agriculteur ou l'usage du sol avec mon voisin agriculteur. Donc c'est plus des questions de trouver des compromis entre voisins que des oppositions formelles entre valeur de l'agriculture et valeur de l'apiculture. Alors il y avait cette autre partie dans la question de notre auditeur. C'est Lionel aussi sur Twitter nous le demande. Que dire du frelon asiatique? Est-ce qu'on a abandonné le combat contre lui, Olivier Fernandez? Non, on n'a pas abandonné le combat. Le syndicat national va sortir d'ailleurs un ouvrage cet automne avec le professeur Yves Darouzé pour parler du frelon asiatique, qui est le fléau supplémentaire que les apiculteurs n'avaient pas du tout besoin, qui est arrivé en 2004 avec le commerce international et donc des poteries chinoises. Et aujourd'hui, il n'a pas de prédateurs, donc il se développe facilement et il va donc aller chercher des abeilles pour nourrir ses larves et puis ensuite s'attaquer, lui, au miel. Il va chercher le miel dans les ruches et donc des fois tuer les ruches. Et la problématique qu'on rencontre, c'est que dans les zones urbaines ou dans les petits ruchers, donc pour la majorité des apiculteurs, c'est un réel stress. Des fois, il va tuer les ruches ou les affaiblir tellement qu'elles ne vont pas avoir les ressources alimentaires pour créer des abeilles d'hiver qui vont leur permettre de passer en fait l'hiver. Ce qui nous oblige à leur faire des fois des apports en protéines, donc en pollen, de récolter du pollen à d'autres moments, et puis de faire des apports aussi en sirop pour qu'elles puissent simplement survivre. Donc c'est un problème supplémentaire. En tout cas, c'est un sujet qui passionne les abeilles. Beaucoup de remarques qui nous arrivent aussi par mail. Robert qui nous dit: les utilisateurs de pesticides ne sont pas les seuls qu'il faut mettre en cause. Nous sommes tous responsables puisque les mouches à miel, comme on appelle parfois les abeilles, meurent de faim. C'est qu'il n'y a plus rien à manger dans nos campagnes, plus une seule fleur à se mettre sous la dent. Je suis apiculteur professionnel, nous dit Nicolas, agriculture biologique en Loire-Atlantique. Je pense que la principale raison des pertes, c'est dû à une carence alimentaire en protéines parce qu'il y a trop de monoculture en France, un manque de biodiversité. Et puis Laurence nous dit, quand on parle de la disparition des abeilles, on parle toujours de l'agriculture, mais il y a bien d'autres problèmes, bien d'autres utilisateurs d'insecticides, les acteurs touristiques, les collectivités locales, les forestiers, les particuliers qui cherchent à se protéger des indésirables pour leurs vêtements, pour leurs maisons ou à protéger leurs animaux domestiques. Alors, que représentent exactement tous ces autres usages? Quels impacts ont-ils, Axel de Courty?
Oui, en effet, les agriculteurs ne sont pas les seuls à utiliser des polluants. Bon, là, on parle surtout des pesticides. On pourrait parler aussi des médicaments. Malheureusement, les apiculteurs eux-mêmes sont obligés d'utiliser des produits chimiques qui sont bio ou pas bio. Voilà, pour lutter contre cet acarien varroa qui se développe dans les larves, dans le couvain de nos ruches. Et donc, les apiculteurs eux-mêmes doivent utiliser des produits chimiques qui peuvent aussi entraîner des effets indésirables, comme par exemple la pollution des cires des ruches. Alors oui, cette auditrice a raison. Il y a d'autres utilisateurs de polluants que les agriculteurs. Bon, les collectivités quand même ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a 20 ans, quand on parlait des pesticides, en Réunion, on avait beaucoup de citadins qui décriaient l'usage des pesticides par les agriculteurs et ils vivaient en ville et les collectivités utilisaient à tour de bras c'est maintenant interdit, des pesticides. Maintenant, ça a changé et la réglementation aussi dans les jardins va changer. Nouvel appel au téléphone sonne de Suzanne qui nous appelle de Langudic dans le Morbihan. Bonsoir à vous, Suzanne. Oui, bonsoir, merci. Mon Dieu, je peux pas savoir comme c'est chaud. Ça fait tellement longtemps que je vous laisse. Bon, c'est pas grave. Eh bien, allez-y, vous êtes là. Voilà, c'est parfait. Donc, deux petites choses. D'abord, comment on peut savoir que le miel est bio, puisque les abeilles, elles vont un peu partout, et s'il y avait des pesticides sur les fleurs qu'elles butinent, qu'elles butinent, elles mourraient. Enfin bon, voilà. Bref, c'était pas ça que je voulais dire. C'était surtout, je voulais savoir, parce qu'il faut trouver des solutions. Donc, je me demandais, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas mettre en place une campagne pour aider les gens qui veulent avoir des ruches chez eux, parce que moi, ça fait longtemps que je voudrais bien avoir une ruche, mais bon, je sais pas trop comment faire. Donc voilà, c'était juste une petite idée, pour aider les gens. Très bien. Ça, voilà. Le côté pratique du sujet. Merci beaucoup, Suzanne. Olivier Fernandez, comment fait-on? Comment fait-on? Eh bien, il y a les ruches à école, comme je disais en début d'émission, dans chaque département où Suzanne peut aller s'inscrire pour suivre des formations apicoles. Il y en a dans le Morbihan. Et après, donc, une fois qu'on suit ces formations, eh bien, on va rencontrer les apiculteurs et on va pouvoir devenir apiculteur et c'est passionnant. Et donc, elle pourra exercer cette passion. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais avec les problèmes de surmortalité qu'on connaît dans nos ruches, eh bien, les personnes arrêtent au bout de quelques années. Donc, le problème aujourd'hui pour nous, c'est de gérer l'environnement de l'abeille, que ce soit le problème effectivement dans certains endroits de la monoculture, soit le problème des pesticides, le problème du frelon ou du varroa, pour faire en sorte que l'abeille puisse se développer et que les gens, qui commencent l'apiculture, continuent. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que on parle de la problématique des abeilles, elles ne sont pas en voie d'extinction comme c'est le cas dans certains autres endroits du globe comme en Californie, mais chez nous en France, elles sont en voie de surmortalité, c'est-à-dire que le taux de mortalité est très important, mais il n'est pas supérieur au taux de renouvellement. Et il n'est pas supérieur au taux de renouvellement. Pourquoi? Parce que les apiculteurs multiplient les ruches aujourd'hui. Si on laissait les abeilles seules dans la nature, et s'il n'y avait pas les apiculteurs, eh bien, on n'aurait plus d'abeilles dans 4 ans ou 5 ans. Et c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, on passe la moitié de l'année en tant qu'apiculteur à remplacer 50% de notre cheptel, de nos reines et de nos abeilles. C'est énorme ce travail. On le faisait pas il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on passe ce travail à multiplier les abeilles pour essayer, d'avoir assez d'abeilles pour notre agriculture. Et je rappelle qu'un rapport européen dit qu'il manque 15 millions de ruches en Europe si on voulait avoir un taux maximal de production agricole et qu'aujourd'hui, une fourchette sur 3 dépend du travail des pollinisateurs. Et en plus, il y a des vols de ruches. Encore la nuit dernière, un apiculteur bio de Haute-Vienne s'est fait voler 12 de ces ruches. Préjudice estimé à près de 12 000 euros puisque les 12 ruches étaient remplies de miel pesant entre 80 et 100 kilos. Un phénomène assez fréquent. Mais c'est un phénomène qui se développe, qui est connu depuis la nuit des temps, bien sûr. L'homme est un loup pour l'homme, mais surtout dans le milieu de l'apiculture qui est en difficulté. Il y a des gens qui se disent, je sais comment attraper une ruche, fermer une ruche et je vais la prendre et puis je vais la revendre après en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays. Donc malheureusement, le vol de ruches devient de plus en plus fréquent et on essaye. Et pas grand-chose à faire contre ça. Si, avec la filière, on a développé des capteurs et des balances de ruches qui servent des fois à attraper quelques voleurs qui ont malencontreusement pris la ruche qui était connectée. Très rapidement, un tout dernier auditeur pour ce soir, c'est vous Jean-Philippe. Vous nous appelez de Draguignan.
Oui, c'est ça, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander d'aller assez vite si possible. Ouais, on va essayer. Donc sans aucun jugement de valeur, parce que je suis un grand consommateur de miel, est-ce que le fait de récupérer autant de miel qui ont été produites pour les abeilles au départ pour se nourrir elles-mêmes, est-ce que c'est pas une des causes, parmi tant d'autres, de cette surmortalité? Axel de Courtilly. Oui, bon, il y a des bonnes pratiques à respecter. Voilà, nous à l'Institut, on a fait un guide des bonnes pratiques pour justement éviter de faire mourir vos abeilles en prélevant trop de miel dans la ruche. Maintenant, cette apiculture-là, elle est très ancienne. Ça fait longtemps qu'on augmente le volume de la ruche pour que les abeilles stockent plus de miel que leurs besoins, et l'apiculteur prend une part. Donc voilà, j'ai un peu de mal à croire que ça soit la cause principale. Maintenant, comme tout élevage, il faut absolument bien apprendre et utiliser des bonnes pratiques, et la bonne pratique, c'est de laisser du miel suffisamment, surtout pour l'hiver, afin d'assurer la survie de la colonie pendant l'hiver. Merci beaucoup Axel de Courtilly, éco-toxicologue, responsable de l'unité de protection des abeilles à Avignon, directeur de l'Institut de l'abeille. Je rappelle l'ouvrage dont vous avez été le coordinateur, Les abeilles ouvrières agricoles à protéger, paru aux éditions France Agricole. Merci beaucoup. Olivier Fernandez, on épuise les abeilles à leur demander de produire trop abondamment. On les épuise pas, comme a dit Axel, parce que l'apiculture a bien évolué. On n'est plus sur des ruches paniers comme au Moyen-Âge. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle des corps de ruches qui laissent le miel pour les abeilles. Et nous, on rajoute des étages, des greniers qu'on appelle des hausses. Et on ne récupère que le surplus. Et ça, on l'apprend dans toutes les formations. Donc à part de ne pas avoir suivi de formation, non, on n'enlève pas le miel à nos abeilles. Bien au contraire, on en a besoin pour l'année d'après. Donc ça serait bien bête de leur enlever le miel qu'elles ont besoin pour passer l'hiver. Et on leur en laisse, au contraire, bien plus que ce qu'on faisait au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc., comme l'a expliqué Axel. Merci à vous, Olivier Merci Fernandez. beaucoup. Vous allez continuer à candidater au ministère de l'Agriculture? Ah oui, bien sûr. Tant que la politique agricole ne change pas et qu'on ne met pas en place un plan Marshall de la biodiversité et de l'agriculture, eh bien, on continuera tous les lundis à envoyer un courrier avec nos revendications et 20 grammes d'abeilles mortes à l'ensemble des ministres pour qu'ils le reçoivent le mercredi du Conseil des ministres. Et donc, aujourd'hui, on est à plus de 1500 enveloppes envoyées depuis le mois de mai dernier. Ça va coûter cher au syndicat. Vous pouvez envoyer des timbres 23 rue Bourdon à Toulouse. Et rue Bourdon en plus. Rue Bourdon. Olivier Fernandez, secrétaire du syndicat national des apiculteurs et président des apiculteurs d'Occitanie. Merci d'être venu dans ce téléphone sonne. Merci à Loïc Frapsos et Ludovic Asselot qui étaient à la technique, à Anna Bui pour la réalisation, Emma Ferré, Pierre de Certaine et Mathilde Sour pour la préparation. Il est 20h sur France Inter.